Vous êtes déjà demandé comment des bâtiments aussi impressionnants pouvaient résister aux éléments et aux sollicitations quotidiennes? La réponse réside dans les dimensionnements des structures. Dans cette vidéo, je vais démystifier ces processus complexes et vous expliquer les étapes clés pour concevoir un bâtiment sûr et durable. Alors, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 éléments. Alors, ces 7 éléments sont très cruciaux pour un bon dimensionnement de nos éléments structurels. Nous allons devoir commencer par cet élément, ce premier élément crucial qui est le calcul des efforts. Alors, dans les calculs des efforts, nous avons des méthodes de calcul qui sont méthode des nœuds et puis méthode de force. À savoir, dans ces deux méthodes, est que ces deux méthodes sont utilisées pour analyser les structures réticulées comme les treillis et déterminer les forces internes dans leurs éléments, les barres. Alors, elles permettent de vérifier si la structure est en équilibre sous l'effet de charge appliquée. Ce qu'il faut savoir comme principe dans la méthode de nœud est que cette méthode repose sur l'équilibre de chaque nœud de la structure. En isolant chaque nœud, on écrit les équations d'équilibre de force selon les axes X et Y. Alors, il existe aussi des axes Z dans les cas des structures spatiales. Nous avons cette deuxième méthode qui est méthode de force. Et son principe se repose sur ces méthodes sont utilisées pour les structures hyperstatiques où le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations d'équilibre. On commence par supprimer les liaisons ou bien des liaisons pour rendre la structure isostatique. Puis, on introduit des forces inconnues, donc forces de liaison, à la place des liaisons supprimées. En résolvant les systèmes d'équations, on détermine ces forces inconnues. Nous allons devoir passer au deuxième élément qui est le choix des matériaux adaptés, donc les matériaux qui seront utilisés. Pour cela, nous allons directement passer sur un tableau comparatif. Alors, dans ce tableau, nous allons trouver les comparaisons des propriétés mécaniques des différents matériaux, comme le bois, l'acier ou encore le béton. Nous voici devant le tableau comparatif. Nous avons le béton qui montre une résistance à la compression très élevée, très contrairement à la résistance à la traction. Mais, quoique le béton soit faible à la résistance sur la traction, il est renforcé par des armatures en acier. Alors, pour les modules d'élasticité, c'est élevé, la ductilité, c'est faible. Nous avons la densité qui est élevée et puis la résistance au fait bonne, mais peut être altérée par la chaleur. La résistance à la corrosion, elle est bonne seulement en milieu alcalin. Nous avons le béton qui est bon et puis encore bon étant isolant thermique et puis phonique. Alors, pour acier, nous avons l'acier est un élément qui n'est pas bon, qui est mauvais pour l'isolant, donc pour l'effet d'être un isolant thermique ou bien phonique. Voilà, c'est très mauvais entre les deux. Alors, par rapport à la résistance à la corrosion, l'acier est sensible à la corrosion, nécessite vraiment des protections. Nous avons la résistance au fait. Pour l'acier, la résistance au fait, elle est bonne, mais peut être ou peut perdre sa résistance à haute température. La densité élevée, la ductilité élevée, et pour ce module d'élasticité, c'est très élevé. Nous avons la résistance à la traction qui est très élevée. Alors, nous avons aussi la résistance à la compression qui est élevée, mais pas très élevée comme au béton. Nous avons le bois qui est pour la résistance de la compression modérée à élevée et puis ça varie selon l'essence, donc selon les bois. Nous avons la résistance à la traction. Pour le bois, c'est faible à modéré, varie aussi selon l'essence. Nous avons module d'élasticité. Alors cela aussi est modéré à élevé, varie selon l'essence. De même manière, avec la ductilité, c'est modéré et puis varie selon l'essence. Et c'est faible dans la densité
aussi faible pour la résistance au feu, parce que c'est combustible. Et puis, pour la résistance à la corrosion, c'est très sensible à la pourriture et aux insectes. Au-delà de cela, pour le fait d'être un isolant thermique ou phonique, c'est bon et puis bon. Nous devons savoir que le critère de choix des matériaux repose sur la résistance, la déformabilité, la durabilité, les coûts et puis l'impact environnemental. Nous allons devoir passer au troisième point, au troisième élément, qui est la vérification des états limites ultimes et de service. Alors, la vérification des états limites est une étape fondamentale dans les dimensionnements d'une structure. Elle permet de s'assurer que l'ouvrage est capable de résister aux sollicitations auxquelles il sera soumis tout au long de sa durée de vie, sans compromettre sa sécurité ou son confort d'utilisation. Concernant les catégories ou bien les types des états limites, nous avons globalement deux grandes catégories. Les états limites ultimes et puis les états limites de service. Alors, nous allons devoir les définir. Il faut savoir que les états limites ultimes ou bien élus correspondent à des situations où la structure pourrait subir une ruine ou une rupture. Il s'agit de garantir la sécurité des personnes et des biens. Les vérifications portent sur la résistance des matériaux et puis la stabilité globale de la structure. En résumé, l'élu ou bien les états limites ultimes répond à la question: la structure peut-elle supporter les charges les plus importantes sans se rompre? Voilà. Alors, pour les états limites de service, nous devons savoir que cela concerne le bon fonctionnement de la structure et le confort des utilisateurs. Il s'agit d'éviter des déformations excessives, des fissures trop importantes ou des vibrations gênantes. Les vérifications portent sur la déformation, l'ouverture des fissures, ensuite les vibrations. Alors, en résumé, les états limites de service, SWAT et LS, répond à la question: la structure est-elle utilisable sans générer des désagréments? Nous allons devoir passer au quatrième et puis cinquième élément. Alors, le quatrième élément est tout simplement la modélisation de la structure. Pour cela, nous avons besoin de logiciels de modélisation comme Revit Architecture, par exemple, soit Tekla Structure ou bien Tekla Structure. Alors, nous aurons besoin des maillages de la structure, éléments finis, nous avons poutre, plaque pour volume. Voilà. Nous aurons aussi besoin de faire les applications des charges et des contraintes. Pour le cinquième élément, nous avons l'analyse de sol. Alors, l'analyse des sols a pour but ou importance de nous aider à faire le choix du type de fondation, ensuite faire les dimensionnements des fondations. Nous allons devoir passer au sixième élément qui est le dimensionnement des sections. Alors, lorsqu'on parle de dimensions et de sections dans les contextes du dimensionnement d'un bâtiment, on fait référence à des paramètres géométriques cruciaux qui définissent la taille et la forme des différents éléments structuraux qui composent le bâtiment. Alors, sur les dimensions, nous devons savoir que les dimensions renvoient aux mesures linéaires qui caractérisent un élément structurel. Il peut s'agir de la longueur, la largeur, soit la hauteur. Alors, ces dimensions sont essentielles pour déterminer les volumes des matériaux nécessaires et pour calculer les efforts auxquels l'élément sera soumis. Parlant de la section, nous devons savoir que quant à elle, la section est la surface obtenue en coupant un élément structurel par un plan perpendiculaire à son axe longitudinal. Elle peut être rectangulaire, circulaire, I, T ou L. Alors, l'importance de la section réside dans l'effet qu'elle détermine la résistance de l'élément aux efforts. Une section plus grande signifie généralement une plus grande résistance.
Alors, dans les critères du dimensionnement, nous avons la résistance, la déformabilité et puis la durabilité. Ce qui veut dire que nous devons vérifier que la section résiste aux efforts calculés, vérifier que les déformations sont acceptables, ensuite vérifier la résistance aux agressions à long terme. Nous allons devoir passer au septième élément. Alors, le septième élément, c'est le respect de normes et réglementations. Il faut savoir que lorsque nous sommes en train de construire ou lorsqu'on construit, il y a des normes de construction et des réglementations sur la construction. Alors, ces réglementations et normes sont classées ou placées dans des documents dont nous pouvons appeler, euh, il y a des documents qui sont les Eurocodes, il y a les normes nationales et puis il y a les BAEL. Alors, je vais vous expliquer tout ça plus tard en détail, mais sachez qu'il y a des normes qui harmonisent les règles des conceptions et des calculs des structures des bâtiments et d'ouvrages d'art. Et ce sont les noms que je viens de vous citer là. Attention, il existe un huitième élément qui est la compréhension de charge. Alors, si vous aviez passé cette vidéo, donc vous avez probablement passé une partie très essentielle. Alors, cette partie, c'est la compréhension des charges. Je ne l'ai pas mentionné pour dire que nous avons 8 éléments parce que la première vidéo concernant cette formation de descente des charges avait déjà parlé de la compréhension des charges. Donc, il y avait des charges permanentes, variables et puis accidentelles. Ce sont un point très essentiel à ne pas, euh, vraiment surtout à ne pas oublier et à très considérer lorsque nous voulons dimensionner notre bâtiment ou un bâtiment quelconque.